Jean-Jacques Monceau, je reviens à ma question de tout à l'heure. Ce livre-là, vous l'avez écrit pour quel public alors? Alors, ce livre, je dirais que j'ai envie de penser qu'il va intéresser plusieurs types de personnes. Il va intéresser d'abord les très nombreux fans du Club Med en France, en Belgique, en Suisse, parce que sur ces marchés historiques, le Club Med a 1,3 million de clients, donc des clients, donc des GM, comme on dit dans le langage du Club Med, des gentils membres. Et donc, bon, c'est vrai que c'est des gens qui s'intéressent à la vie de l'entreprise et qui peuvent être intéressés par une vision un petit peu inside de cette opération. Après, il y a un certain nombre de... J'ai eu quelqu'un qui m'a dit, mais quand j'étais en train de le lire, il me dit, mais alors le Club Med, c'est français ou c'est chinois? Donc pour les Français, c'est un Français qui m'a posé la question, c'est très important de savoir un peu où est-ce qu'on continue à mettre les pieds, justement. C'est vrai que l'inconnu, c'était que pour tous les clients se disent, finalement, l'arrivée d'un Chinois, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas? Donc voilà, vis-à-vis des GM, des clients, c'était peut-être intéressant pour eux d'avoir cette vision. C'est aussi intéressant pour les salariés. Il y a une vingtaine, ils sont presque 20 000. Les salariés du Club Med aussi de comprendre des choses qui n'étaient pas évidentes parce que pendant une OPA, les dirigeants sont ce qu'on dit, on appelle ça conflictés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils font partie de l'OPA, ils ne peuvent pas s'exprimer sur ce qui se passe. Donc ils n'ont pas le droit, ils doivent assurer un équilibre. Donc entre Fosun et Bonomi, il fallait assurer une égalité. Donc il y a un certain nombre de choses que peut-être les salariés vont découvrir dans ce livre. Et puis plus généralement, le Club Med, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une entreprise qui fait référence dans son secteur, voilà. C'est emblématique. Donc, il y a un certain nombre de partenaires, un certain nombre dans les agences de voyage, un certain nombre de sous-traitants, de prestataires, de partenaires qui peuvent aussi être intéressés par ce qui se passe et comment s'est passée cette transformation. Parce que finalement, après la montée en gamme, après ces 10 ans de montée en gamme, aujourd'hui, c'est la conquête de la Chine. Donc voilà, donc c'était un petit peu l'idée d'essayer d'intéresser, et puis ça peut aussi intéresser des gens qui s'intéressent globalement au fonctionnement des marchés financiers en France, parce que c'est une vision totalement un peu inédite d'une OPA. Alors moi j'ai comparé ça un petit peu à ce qui avait été écrit aux États-Unis, qui s'appelait Barbarian at the Gate, qui était c'était pour la première fois dans les années 80 des journalistes du Wall Street Journal, voilà, qui racontait dans le détail de l'interne une des plus mythiques OPA qui a eu lieu. C'était un des premiers LBO emblématiques de la bourse de Wall Street. Donc voilà, donc ça peut. Je dirais que si ça peut intéresser un petit peu, on va faire en sorte. Et puis tout ce public qui s'intéresse aux relations entre la France et la Chine. Nous, justement, à l'époque du rachat, donc on était autour de 2015, il y a eu quand même dans la presse une vague d'articles sur oulala, les Chinois qui envahissent la France, qui rachètent, on n'en veut pas. Enfin, donc il y a quand même tout un public qui s'intéresse aussi à cette Chine qui peut parfois faire peur et de tous ces rachats qui sont en train d'opérer. Voilà, exactement. Vous, Camille, vous l'avez vu aussi en écrivant votre livre. Je l'ai vu en écrivant le livre sur les investissements chinois en France. Alors, ce que j'ai constaté en écrivant ce livre, en menant une enquête à travers la France, c'est que il y a 2 catégories de Français. La première catégorie, c'est le grand public. Le grand public est toujours, on va dire, n'est pas très bien informé, n'a pas accès à des informations insider. Du coup, c'est lui qui a peur. En revanche, quand on discute avec la deuxième catégorie de Français, ce sont des gens, des managers, des gens qui sont dans l'opérationnel, et eux, ils se montrent plutôt rassurants. Et pour eux, que les Chinois investissent dans leur société, que ce soit via mais justement, l'OPA, ça permet de garder l'entreprise en vie. Justement, ça permet de garder l'entreprise en vie. Mieux encore, ça permet à l'entreprise qui a une valeur ajoutée technologique ça permet d'avoir un deuxième souffle de vie. L'objectif est clairement de Fosun, c'est à la fois d'acheter une pépite, une marque forte. Alors pour se développer aujourd'hui dans le tourisme, et notamment en Chine, on voit bien qu'ils ont besoin de capitaliser sur une marque forte. Moi, j'ai été très surpris en allant en Chine. C'est que la Chine vit la révolution du tourisme que nous, on a vécu dans les années 50-60. C'est-à-dire que j'ai vu des villes balnéaires entières se créer.
Et nous, alors en Europe, comment ça s'est passé? Le tourisme, il est né avec les traitements par les eaux, le thermalisme. Donc il y a eu les Anglais qui faisaient traditionnellement leur tour. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs des tours opérateurs, parce qu'ils faisaient traditionnellement leur tour de l'Europe pour découvrir le monde avant de commencer leur vie professionnelle. Et c'est vrai que le tourisme en France démarre sur des stations balnéaires, on les connaît, Biarritz, Deauville, Pornic, ainsi de suite. Et toutes ces stations qui se créent soit autour d'un casino, soit autour d'une thalasso, et ça amène des gens, et on appelle ça des stations balnéaires, justement parce qu'on a amené le train, et donc c'était la station, et voilà, on a amené les Parisiens, on a amené les Français au train. J'ai l'impression que la Chine vit ce moment-là, c'est-à-dire on voit des développements. Alors vous connaissez mieux que moi Sanya par exemple, l'île de Sanya où vous avez été. Je suis allée il y a un an, plus d'un an. Oui. Voilà, vous voyez ce que Fosun a fait avec Atlantis, le Club Med de Sanya. Aujourd'hui, il y a un développement qui est à la mesure de la Chine, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des petites stations balnéaires, on fait des mastodontes. C'est parce qu'il y a la demande, parce qu'il y a des choses comme ça. Et le Club Med, aujourd'hui, a une stratégie en Chine qui, justement, est d'accompagner le développement du tourisme avec un produit spécifique qui s'appelle Club Med Joyview et qui répond parfaitement, alors on pourra en reparler peut-être tout à l'heure, mais qui correspond parfaitement à ce qu'aujourd'hui ce qu'attendent aujourd'hui les Chinois, et notamment les jeunes, les millennials, puisqu'il faut quand même se souvenir que 40% des millennials dans le monde sont en Asie, donc s'il y a bien un endroit où il faut aller chercher des millennials, c'est bien en Chine. Puis c'est quand même eux qui ont le pouvoir d'achat, c'est eux qui sont les plus appétents à voyager, à découvrir d'autres formes de tourisme. Les fameux célibataires aussi, qui restent un peu comme ça. Et le tourisme, c'est très nouveau en Chine. Avant 2003, il n'y a pas de touristes en Chine. Vous n'avez pas de passeport, donc vous ne sortez pas du pays. À partir de 2003, les gens se disent, finalement, on peut aller voir l'étranger. Alors, c'est les fameux tours chinois, on les connaît. Mais ça change aussi. Là, ils voyagent les gens qui viennent en groupe faire toute l'Europe en 8 jours. Londres le lundi, Paris le mardi, Madrid le mercredi, ainsi de suite. Aujourd'hui, le besoin et les envies ont totalement changé. Aujourd'hui, on a envie de se détendre, on a envie de partager des choses, on a envie de faire du sport, on a envie de se faire plaisir avec des spas. Voilà, la demande est en train de totalement évoluer, et donc il faut accompagner cette demande. D'où la montée en gamme également. Moi, j'avais une question, vraiment, deuxième livre sur le Club Med, donc vous faites partie du petit cercle qui suit quand même, donc vous faites partie de tous les voyages de presse qui suivent le Club Med. Comment ça s'est fait, cette rencontre entre vous et le Club Med ? Je fais quelques voyages de presse d'inauguration. Là, par exemple, on parlait de Cefalù parce que c'était vraiment l'aboutissement, je dirais, de la stratégie, mais je suis loin de tous les faire. Et pour cause, parce que moi, j'ai commencé à suivre le Club Med, j'étais rédacteur en chef à l'Expansion. Et donc, je suivais notamment le tourisme. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer les gens du club. Et vous savez, quand vous suivez des entreprises cotées dans le tourisme en France, vous n'en avez que 3. Vous en avez Accor, Pierre et Vacances, éventuellement Air France, et puis le Club Med. Donc, vous avez un petit peu vite fait le tour. Les autres étant... Le tourisme en France est composé essentiellement de toutes petites sociétés. Donc, c'est vrai qu'on s'intéresse plus aux grosses. Et dans les grosses, celles qui avaient, je dirais, les enjeux les plus forts au moment où moi je les suivais, c'était le Club Med. Donc, c'est comme ça que j'ai été amené à bien les connaître, à voir ce qui se faisait dans cette montée en gamme. Et un jour, moi j'ai dit à Henri Giscard d'Estaing, je lui ai dit, il faudrait raconter ça, il faudrait raconter cette montée en gamme, mais pour raconter cette montée en gamme, il faut que j'ai du biscuit, il faut que je raconte quelque chose. Je ne vais pas juste prendre des rues. Du coup, ça naît d'une idée que vous avez, et eux aussi, c'est quand même quelque chose où ils se disent, on a envie de communiquer je pense là-dessus. Une entreprise ne refuse jamais l'idée d'avoir cette vision extérieure qui peut permettre de voir les choses autrement, et puis de raconter les choses totalement différemment. L'idée, c'était pas de faire de la communication, mais l'idée, c'était de raconter de l'intérieur. Alors, peut-être que la marge entre les deux est peut-être... Comment vous avez eu accès à toutes ces informations ? Vous avez passé des longues heures à déjeuner avec Henri Giscard d'Estaing, qui vous a raconté certains voyages qu'il a fait en Chine, parce que vous en parlez beaucoup. Oui, et alors d'ailleurs, déjeuner, non, mais des longues heures, oui. Ouais. Il y a eu beaucoup de rencontres. Alors ça, là, je parlais du premier livre. Le deuxième livre, moi, j'avais été vraiment frustré. Vraiment frustré. Voilà, les batailles du Trident. Ouais. Moi, j'avais été vraiment frustré d'arrêter finalement mon récit 2 ans trop tôt. J'aurais dû me dire, j'aurais dû attendre, parce que finalement, tout s'est déclenché à partir de 2010.
Et là, j'ai quitté l'Expansion et je suis... alors je travaille un petit peu dans la com, mais bon, voilà, aujourd'hui, je suis redevenu journaliste indépendant et j'ai eu envie, finalement, de dire, bah tiens, si on racontait la suite. Mais pour raconter la suite, moi, j'ai pas envie de raconter la suite en reprenant la liste des... Il y a eu tellement d'articles de presse, tout a été raconté. Ouais. Donc moi, je raconte la suite, mais... moi, je veux la suite telle que vous l'avez vécue. Et alors, l'inside, vraiment, le côté embarqué dans le Club Med a ses avantages et ses inconvénients. Il faut reconnaître que l'inconvénient, c'est peut-être, sûrement, un manque d'objectivité. Et l'avantage, c'est l'accès à des informations que, je pense... De première main. Voilà, que personne aujourd'hui n'a eu. Alors, le gros atout d'Henri Giscard d'Estaing, c'est qu'il a une mémoire d'éléphant. Il a quel âge, ce monsieur, aujourd'hui ? Il a 62 ans. Donc, il est jeune, d'accord. Ouais, je ne sais pas pourquoi je me faisais... Et vous le décrivez d'une manière passionnante, comme un monsieur très bien élevé, à la fois... historiquement, enfin, c'est le fils du président de la République. On est d'accord. Voilà, donc, c'est pas non plus quelqu'un qui... Voilà, il n'a quasiment jamais fait de politique. Hein, il a été... dans sa temps très jeune, il a été élu, mais c'était très rapide. Il a surtout contrairement à son père. Hein. Voilà, son père a fait de la politique. Son frère, Louis Giscard d'Estaing, lui, fait de la politique, un peu dans les pas de son père, du côté de Clermont-Ferrand, il est député. Mais lui n'a jamais vraiment embrassé cette voie politique. Par contre, il a passé 10 ans chez Danone, il s'occupait du développement de chez Danone. Et puis, il est arrivé au Club Med au moment où l'ancien patron, Philippe Bourguignon, s'est fait débarquer par ses actionnaires. Et lui était directeur financier de Philippe Bourguignon. Et il a remplacé Philippe Bourguignon parce qu'il a réussi à convaincre les actionnaires que la stratégie de Philippe Bourguignon, qui était une stratégie pour le coup assez proche de celle que voulait faire Andrea Bonomi, c'est-à-dire de moyenne gamme. Oui, vraiment, la stratégie de masse, de massification, plus de villages, plus de lits, plus de clients et moins cher. Et Henri est allé voir les actionnaires en lui disant non, je pense qu'il faut faire le contraire. Et les actionnaires lui ont dit on tape et voilà, faites le contraire et montrez-nous que ça marche. Alors, ça a été long, parce qu'il y a eu 1 milliard d'investis dans les nouveaux villages, il a fallu repenser tout le produit et c'est un combat qui ne se finit jamais. Donc il y aura peut-être, s'il y a matière, peut-être un 3e livre, peut-être dans 10 ans, je ne sais pas. On se retrouve tout de suite après la musique, justement, pour parler de toute cette stratégie et notamment du temps rattrapé après le rachat et notamment de toute cette bataille dans le digital qui a complètement révolutionné le Club Med. Avec plaisir.